Bonsoir et bienvenue pour ce rendez-vous quotidien sur Nile TV International avec cette émission Oracle du Nil. Nous allons parler aujourd'hui de deux sujets complètement différents. Tout d'abord un sujet politique avec le retour de la Syrie dans le giron international après la visite du président français Emmanuel Macron. Et nous allons parler également de la Coupe du Monde de football avec tous les scandales qui émaillent cette Coupe du Monde de football, notamment le coup de téléphone du président américain Donald Trump à Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour annuler un carton rouge d'un joueur américain. Allez, on se retrouve juste après. La Syrie est l'un des plus anciens berceaux de civilisation au monde. De Damas, considérée comme l'une des plus anciennes villes habitées en continu, à Alep, célèbre pour sa citadelle et ses souks historiques, le pays possède un patrimoine culturel d'une richesse exceptionnelle. Malgré les années difficiles, plusieurs sites historiques font progressivement l'objet de travaux de restauration. Des artisans, des architectes et des habitants s'engagent à préserver les monuments, les traditions et le savoir-faire qui font l'identité syrienne. La gastronomie syrienne demeure également un véritable symbole de convivialité. Le kébé, le fétouche, le hummus, les pâtisseries orientales et les épices reflètent la diversité culturelle du pays et séduisent les visiteurs du monde entier. Au-delà de son patrimoine matériel, la Syrie est aussi connue pour son artisanat, notamment le travail du bois incrusté, les tissus traditionnels, le verre soufflé et le savon d'Alep, un produit emblématique apprécié à l'international. Aujourd'hui, la valorisation de la culture, du patrimoine et du tourisme représente un véritable espoir pour redonner vie aux villes historiques et faire découvrir au monde la richesse de l'héritage syrien.
Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc avec nos deux sujets du jour, quelques petites nouvelles. Tout d'abord, on va parler de la centrale nucléaire de Dabra, puisque le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté à l'installation de la cuve du réacteur de la deuxième unité de la centrale nucléaire en présence du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, et directeur général de Rosatom, Alexei Likhachev. Cette opération marque une étape majeure dans l'avancement du programme nucléaire civil égyptien et confirme le respect du calendrier de réalisation ainsi que des normes internationales de sûreté et de qualité. En marge de cette cérémonie, le Premier ministre égyptien s'est entretenu avec le directeur général de Rosatom. Les deux parties ont salué les progrès du projet et réaffirmé leur engagement à poursuivre la coopération égypto-russe. On va maintenant parler de l'Égypte qui a condamné fermement les attaques iraniennes contre le Koweït et Bahreïn. L'Égypte a condamné avec la plus grande fermeté ces attaques iraniennes donc contre l'État du Koweït et le royaume du Bahreïn. Le Caire les considère comme une dangereuse escalade, d'une violence inacceptable de la souveraineté des États et une menace pour la sécurité et la stabilité de la région du Golfe. L'Égypte a réaffirmé sa pleine solidarité avec le Koweït et avec Bahreïn et son soutien à toutes les mesures prises pour protéger leur sécurité et leur souveraineté. L'Égypte a également souligné que la sécurité des États du Golfe constitue une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne, mais également de la sécurité arabe. L'Égypte qui a condamné également les attaques jordaniennes contre l'espace aérien les attaques iraniennes contre l'espace aérien jordanien. Ces attaques donc iraniennes que le Caire considère comme des actes d'une violation de la souveraineté jordanienne, une dangereuse escalade qui menace également la sécurité et met en péril la sécurité des civils. L'Égypte a réaffirmé son rejet de toute atteinte à la souveraineté des États arabes et a appelé au respect du droit international ainsi que du principe du bon voisinage. L'Égypte a également insisté sur la nécessité d'éviter toute action susceptible d'élargir le conflit dans la région. Les autorités syriennes, de leur côté, ont salué la décision des États-Unis d'engager le processus de retrait de la Syrie de la liste des États soutenant le terrorisme. Rappelons que la Syrie était dans cette liste depuis plus de 40 ans. L'Égypte estime que c'est une étape importante pour renforcer les relations bilatérales et favoriser la relance économique du pays. Allez, la Syrie, puisqu'on parle de la Syrie, ce sera le premier sujet du jour. Donc, après plus de 15 ans de conflit, la Syrie reste confrontée à de nombreux défis. Malgré une baisse des affrontements dans certaines régions, le pays continue à faire face à une crise économique profonde, à d'importants besoins humanitaires et à des incertitudes politiques. Après plus d'une décennie de conflit, la Syrie continue de faire face à une situation politique, économique et humanitaire particulièrement complexe. Si les combats de grande ampleur ont diminué dans plusieurs régions du pays, les foyers de tension persistent, notamment dans le nord et le nord-est, où différents acteurs locaux et internationaux restent présents. Sur le plan politique, les autorités syriennes cherchent à consolider leur contrôle sur une grande partie du territoire, tandis que les efforts diplomatiques pour parvenir à un règlement politique durable se poursuivent sous l'égide des Nations Unies. Toutefois, les divergences entre les différentes parties compliquent encore la perspective d'une solution globale. La situation économique demeure l'un des principaux défis. L'inflation, la dépréciation de la monnaie, les pénuries de carburant et d'électricité, ainsi que le chômage pèsent lourdement sur le quotidien de millions de Syriens. Les sanctions internationales et les destructions causées par des années de guerre continuent également de freiner la reconstruction du pays. Sur le plan humanitaire, les organisations internationales estiment que des millions de personnes ont encore besoin d'une aide d'urgence. Les déplacements de population, les difficultés d'accès aux soins, à l'éducation et aux services essentiels restent des préoccupations majeures. Parallèlement, plusieurs pays arabes ont engagé ces dernières années un rapprochement diplomatique avec Damas, estimant qu'un dialogue régional pourrait favoriser la stabilité. D'autres États, en revanche, conditionnent toute normalisation à des avancées concrètes sur le plan politique et humanitaire. Entre reconstruction, défis économiques et recherche d'une solution politique durable,
la Syrie demeure confrontée à de nombreux enjeux. Pour la communauté internationale, l'objectif reste de favoriser une stabilité durable tout en répondant aux besoins humanitaires de la population et en soutenant les efforts visant à instaurer une paix pérenne. Alors pour parler plus amplement de la Syrie, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ambassadeur d'Égypte. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Monsieur Nabil. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi en tout cas je ne vous entends pas. Oui, je vous écoute. Allô? Oui, Monsieur l'ambassadeur? Oui. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Et c'est moi aussi, c'est un grand plaisir, Monsieur Chauvert. Merci. Alors, est-ce que le retour de la Syrie dans le giron international, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, Monsieur l'ambassadeur? Tout dépend qu'est-ce que la nouvelle série symbolise. En tout cas, de point de vue M. Trump, le président américain, de point de vue le président français, M. Emmanuel Macron, certainement c'est un rôle, de leur point de vue, un rôle positif. Mais personne, ni l'un ni l'autre, a défini quel serait ce rôle au Moyen-Orient, à l'intérieur de la Syrie. Pour vous donner un exemple, un simple exemple, les Américains pensent de construire un axe qui comprendrait la Syrie et l'Irak. Contre qui? Contre certainement l'idée américaine, la vision américaine, c'est cet axe-là serait contre l'Iran. Est-ce que la Syrie, ce que vous venez d'appeler la nouvelle Syrie, va accepter de jouer ce rôle? Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, quelles seraient les relations de cette nouvelle Syrie, entre guillemets, avec Israël? Troisième exemple, ou troisième question, ou troisième point d'interrogation, quel serait le rôle de la nouvelle Syrie, entre guillemets, au Liban, maintenant et à l'avenir? Alors, c'est une question qui se pose, c'est une bonne question, mais c'est difficile à ce stade de trouver une réponse définitive, une réponse persuasive. En ce qui concerne ce rôle de la Syrie. Jusqu'à maintenant, c'est un grand point d'interrogation. Et moi, à mon avis, la Syrie passe par une période de transition. Ouais. Monsieur l'ambassadeur, d'après ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire que la Syrie serait quoi finalement? Un pion dans les mains des pays occidentaux, des différents pays occidentaux, c'est bien ça? Oui, la nouvelle Syrie, entre guillemets, est certainement maintenant et la bienvenue dans les capitales occidentales. Pour la simple raison que la raison de ces capitales était de faire tomber, de faire chuter le régime de Bachar el-Assad. Pourquoi ces capitales-là, pourquoi ces régimes-là, pourquoi leurs partenaires au Moyen-Orient ont œuvré pour la chute de l'ancien régime en Syrie? Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas disposés à faire la paix avec Israël selon les conditions israéliennes? Est-ce qu'ils voulaient faire chuter ce régime à cause de ses relations étroites avec l'Iran? Alors maintenant, c'est le passé, c'est l'histoire, mais reste à savoir quel serait le rôle de la nouvelle Syrie, entre guillemets, au Moyen-Orient dans les années à venir. Alors, Monsieur l'ambassadeur, la Syrie était très proche de la Russie. Est-ce que, avec tous ces changements, est-ce que ça note un petit peu l'éloignement de la Russie de cette région? Ouais, ça c'est notre aspect. Ça c'est notre aspect. Et jusqu'à maintenant, les Russes ont gardé leur base militaire et leurs facilités militaires, soit
dans le domaine de l'armée de l'air ou dans le domaine de la marine. Non, ils ont gardé leurs deux bases. Mais quelle est la nature de cette relation entre la Syrie et la Russie? C'est aussi un point d'interrogation. Certainement, de point de vue russe, ils veulent garder ces deux bases. Mais de point de vue du régime syrien, du régime actuel en Syrie, est-ce qu'il va poursuivre cette politique ou, dans un proche avenir, ils vont changer et ils vont demander aux Russes de se retirer de ces deux bases? On a l'impression, monsieur l'ambassadeur, que en fait, le président français Emmanuel Macron s'est rendu donc en Syrie et a rencontré Ahmad al-Shara. On a l'impression que les Américains ont éloigné un petit peu les Français du dossier libanais et les Français veulent revenir un petit peu dans la région via la Syrie. Est-ce que c'est une bonne analyse ou bien est-ce qu'on se trompe en disant cela? Non, comme vous le savez, M. Choubachi, de point de vue historique, la France, soit sous la 3e, la 4e ou la 5e République, a toujours eu de bonnes relations avec le Levant. Le Levant qui comprenait le Liban, la Syrie et la Palestine. D'accord? Alors, intervenus les accords de Sykes-Picot, alors nous avons eu le Liban, la Syrie et la Palestine étaient placées après la déclaration de Balfour a été placée sous le mandat de la Grande-Bretagne et maintenant la Syrie, la France revient. La France était toujours là-bas. Certainement, la France a été toujours au Liban, mais maintenant la France, M. Macron, certainement on sait, vous savez très bien que M. Macron, à cause des problèmes domestiques en France, joue la carte de la politique étrangère française. Il est toujours sur la scène internationale, soit en ce qui concerne l'Ukraine, et vous savez parfaitement bien le rôle que la France joue et a joué dans cette guerre-là, la guerre d'Ukraine contre la Russie, et maintenant en Moyen-Orient. Mais est-ce que le rôle français équivaut au rôle américain? Est-ce que le rôle français, est-ce que la France, soit sous M. Macron ou soit après les élections présidentielles en France l'année prochaine, et la France aura un autre président ou une Madame Président, qui sait? Est-ce que ce rôle de la France, est-ce que c'est déterminant sur les cours de choses, soit en Syrie, soit au Liban? En ce qui concerne le Liban, certainement vous avez suivi le rôle américain, les efforts américains pour lancer des négociations directes entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien, et voilà, ils viennent de parvenir à un accord trilatéral, et voilà le rôle américain. Mais quel était le rôle français dans ça? Je me souviens qu'en novembre 2024, la France a joué un rôle, on doit admettre ça, a joué un rôle pour parvenir à un accord de cessez-le-feu au sud du Liban. Dès le premier jour, les Israéliens n'ont pas respecté cet accord. Dès le premier jour, les Israéliens ont occupé 5 collines dites stratégiques de point de vue l'armée israélienne, et ils sont toujours là-bas. Oui. Et maintenant, avec un autre accord de cessez-le-feu dans le contexte des efforts américains, et voilà un autre accord de cessez-le-feu, cet accord trilatéral, mais ceci dit, les Israéliens ont annoncé à maintes reprises, malgré cet accord, ils vont rester au sud du Liban. En tout cas, parlons de la France. La France sous M. Macron a essayé de jouer un rôle
significatif au Moyen-Orient, mais reste à savoir si ce rôle a donné des résultats positifs de point de vue arabe, de point de vue palestinien, de point de vue libanais. Voilà la question qui devrait se poser maintenant. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. On sait que la Syrie est en proie à des scènes de violence. Il y a eu notamment des règlements de compte entre différentes factions après l'arrivée de Ahmad al-Shara. Est-ce qu'avec cette arrivée, cette visite d'Emmanuel Macron et le fait que les États-Unis ont annoncé retirer la Syrie des pays soutiens au terrorisme, est-ce que finalement Ahmad al-Shara est en train de gagner son pari? Ce qui est en train de gagner ou qui a déjà gagné le pari, c'est les Américains, les Occidentaux. Monsieur Ahmad al-Shara, avec tout le respect, on sait son histoire. Et je ne veux pas parler trop de cette histoire. Mais est-ce que la Syrie, ce monsieur Shara, connaîtrait la stabilité et la sécurité? Moi, je ne suis pas sûr. Allô? Oui. Oui. Mais, voilà, merci beaucoup en tout cas, monsieur l'ambassadeur, d'avoir partagé tous ces moments avec nous. À très bientôt, j'espère. Merci. Allez, on va maintenant parler de la Coupe du Monde de football. On sait que la FIFA, l'organisation de la Fédération internationale de football, a été frappée par des scandales de corruption. Alors aujourd'hui, quand on voit la Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui devait être une des plus belles du monde, partagée entre 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique, on voit que cette Coupe du Monde finalement va de scandale en scandale. On parle bien sûr de l'arbitrage, mais on parle aussi d'ingérence du président américain, par exemple. Il y a eu également plusieurs pays qui ont été privés de voir leurs fans arriver. Alors, on va revenir sur ce scandale qui a changé le football mondial.